La nouvelle ruée vers l'or se jouera-t-elle dans l'espace? États-Unis, Russie, Japon, mais aussi de nouveaux venus comme les Émirats arabes unis ou la Birmanie, de plus en plus de pays s'intéressent au voyage dans l'espace et à l'extraction des ressources cosmiques. Les enjeux sont énormes. Un petit astéroïde de la taille d'une maison peut contenir des métaux valant plusieurs millions de dollars. Il s'agit principalement de fer, de nickel et de cobalt, mais aussi de précieux oligoéléments comme l'or, le platine ou le rhodium. La Lune et d'autres astres contiennent d'importantes quantités d'eau, une ressource précieuse car indispensable si l'humanité souhaite pérenniser sa présence dans l'espace. Eau potable, culture des aliments, une fois décomposée, l'eau peut également être transformée en oxygène ou en carburant. Cette nouvelle ruée vers l'or risque donc de prendre de plus en plus d'ampleur. Les ressources sur Terre se raréfient, or les missions spatiales demandent justement énormément d'oxygène, d'eau et de carburant. Si l'espace ne manque pas de ressources naturelles, qui peut en profiter ? En 1967, le traité de l'espace pose un premier cadre juridique. États-Unis, Russie, Chine, France, Japon, parmi la centaine de signataires, toutes les grandes puissances spatiales l'ont ratifié. Le traité évoque un grand principe, la non-appropriation. Prenons cet astéroïde. Aucun État n'a le droit d'en faire sa propriété, autrement dit un prolongement de son territoire national. Pour autant, les États ont-ils le droit de venir se servir sur cet astéroïde? C'est ici que le flou s'installe. Le traité évoque en effet la notion de libre utilisation sans plus de détails, suffisant pour que les États comprennent ce qui les arrange. En 1979, le traité de la Lune tente donc d'apporter des précisions. Les planètes et autres astres célestes appartiennent au patrimoine commun de l'humanité. Problème, la notion n'a aucune valeur juridique. Selon le traité, les États doivent également s'engager à établir un régime international régissant l'exploitation des ressources naturelles. Résultat, seuls 18 États signent le traité, il devient donc complètement accessoire. Face à cet échec, certains acteurs utilisent alors cette situation pour jouer la carte du chacun pour soi. Mais qui sont-ils ? Les États-Unis sont les premiers à entrer dans la danse. Dès 2015, le Space Act de Barack Obama autorise chaque citoyen en possession d'une ressource spatiale à en faire sa propriété, à l'utiliser comme il le souhaite et même à la revendre. Un principe confirmé par Donald Trump le 6 avril 2020 et repris par plusieurs autres pays. En 2017, le Luxembourg adopte par exemple une loi équivalente. Les ressources de l'espace sont susceptibles d'appropriation, affirme le texte. Même scénario en février 2020 pour les Émirats arabes unis. Ces initiatives sont controversées, notamment pour les pays qui, eux, misent sur l'ONU pour créer un règlement commun. C'est le cas de la Russie, dont le directeur général de l'agence spatiale a comparé l'attitude américaine à une invasion de l'Irak ou de l'Afghanistan. Une bataille juridique sur fond géopolitique, loin de décourager le secteur privé. En effet, les entreprises Deep Space Industries ou Planetary Resources ont par exemple signé des contrats de 200 millions d'euros avec le Luxembourg pour développer le forage spatial. Reste que l'humanité a encore quelques décennies devant elle. Jusqu'à présent, le savoir-faire technique pour que l'extraction de matières premières soit rentable fait défaut. Une étude du MIT a évalué le coût d'identifier, capturer et remorquer un astéroïde de 500 tonnes jusqu'en orbite terrestre. Coût total, 2,6 milliards de dollars. Le rêve éblouissant d'une industrie minière dans l'espace semble donc encore à des années-lumière de devenir réalité.